écouter et agir. Je pense qu'on agit tous sur les matières et sur le monde en permanence. Agir, c'est aimer. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est. Jamais, 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 jamais. Agir, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal. Faut y aller, on s'en fout, on casse tout, on y va, on rêve grand. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Elles agissent après cette pause estivale. Vous avez encore plein d'autres épisodes à découvrir si jamais vous découvrez par le biais de cet épisode le podcast. En tout cas aujourd'hui, dans Elles agissent, je reçois une femme aux multiples talents, Laura Tenuji, et j'en suis vraiment très contente. Laura, c'est une figure bien connue du paysage audiovisuel français. Elle incarne aussi pour moi l'énergie, la passion, l'ambition. L'ambition, justement, on en parle avec la conviction sincère qu'elle a évoquée pendant le podcast, qui était le fait de vouloir quelque chose nous guide dans notre parcours, ça nous pousse à avancer. Et vous verrez dans cet épisode, on parle souvent des opportunités qui se sont présentées à elle, mais aussi et surtout qu'elle a su saisir au fil de sa carrière. Et Laura, vous le savez peut-être, n'est pas que journaliste, elle est également une femme d'affaires, une femme passionnée d'entrepreneuriat, et elle est toujours en mouvement, elle se définit comme hyperactive, elle incarne aussi parfaitement l'action au quotidien. Et au cours de notre conversation, on a également pu évoquer un autre aspect important de la vie, la maternité. Donc elle parle avec sincérité de l'impact que ça a pu avoir dans sa vie personnelle et professionnelle, et comment aussi elle a intégré ses grossesses dans son emploi du temps. Je vous laisserai découvrir ça, c'est assez rigolo. L'occasion aussi pour nous de rebondir sur la place de la femme dans le domaine de l'audiovisuel. Le podcast qu'on a enregistré est vraiment à l'image de Laura. Vous le verrez, intense, rempli d'énergie, de bienveillance. On entend son sourire très régulièrement, je trouve, à mon micro. Et donc, lorsqu'elle parle d'agir, elle ne peut pas simplement parler de bouger pour bouger, mais poser des actes qui ont un impact. Donc, pour elle, agir, c'est être dans le mouvement, c'est permettre d'améliorer une situation. Je vous laisse découvrir avec grand plaisir cette femme qui a une vie remplie de multitudes d'actions, grandes comme petites, qui toutes contribuent à façonner celle qu'elle est aujourd'hui. Très bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Elles agissent. Je suis ravie. Mais moi aussi, le plaisir est pour moi. Laura, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites, nous dire qui tu es personnellement et professionnellement? Raconte-nous un petit peu qui es-tu? Alors, par quoi on commence? Alors, si on commence par l'aspect professionnel, je suis journaliste. Je travaille pour Télématin depuis très longtemps. Ouais. Je travaille pour TV5 Monde également. Et on va dire mon cœur de cible, ce qui m'a fait connaître, c'est tout ce qui est digital, start-up. C'est vraiment ce que j'aime défendre et mettre surtout en lumière. J'adore les entrepreneurs, j'adore le Made in France. Et c'est vrai que travailler pour le service public est important pour moi parce que dans mon métier, il y a une part de mission de service public qui est de mettre en avant ceux qui le méritent ou celles qui le méritent également. Donc ça, c'est, on va dire, la part pro. Après, il y a plein d'autres choses que je fais à côté parce que je suis hyper active. Donc, l'action, c'est mon métier principal, mais j'en ai plein d'autres. Et ensuite, je suis mariée et maman de 2 enfants qui ont 7 et 15 ans. Bon, pour revenir sur l'aspect journaliste, est-ce que tu peux nous dire si ça a toujours été quelque chose en toi? Est-ce que tu t'en souviens même enfant? Ou ça a été une construction? Tu as été vers ce métier au fur et à mesure? Non, petite, je voulais pas être journaliste. Petite, je voulais être styliste. Donc, et plus par rapport aux mots que par rapport au métier. Ce qu'on jouait, je me souviens, peut-être au CP, au CE2, on jouait, joue un métier, mime un métier. Et à chaque fois, revenait le mot styliste qui était pour des enfants de 6-7 ans assez rare, quoi. On disait oui, c'est vrai. Donc, longtemps, j'ai eu ça en tête. Et après, quand il a fallu faire un choix d'études supérieures, c'est vrai que le métier de journaliste m'attirait, mais j'étais pas fixée dessus. J'ai fait des études d'histoire plus en réaction pour ne pas faire des études de droit parce que tout le monde faisait du droit autour de moi et que j'avais sans doute un esprit de contradiction. Et je me suis dit, au moins, l'histoire, ça m'apportera une culture générale alors que
C'était vraiment pas ma passion. Souvent, d'ailleurs, mon mari me dit mais je comprends pas, t'as fait une maîtrise d'histoire et t'es aussi nulle sur la Révolution française ou dans tel domaine. C'était vraiment par esprit de contradiction. Ah alors, ouais, c'était vraiment pas par passion. Pas du tout Non, mais après, c'est très intéressant Bien l'histoire. sûr. Et d'ailleurs, je me suis découverte parce que je détestais l'histoire politique, mais j'adorais l'histoire sociale. Donc, je m'étais passionnée pour l'histoire sociale, pour les us et coutumes des Romains à une certaine époque, la façon dont ils vivaient. Donc, ce qui m'intéressait, c'était comment on vivait au fur et à mesure des époques, plus que qui dirigeait les batailles, dont je me souvenais, je pense à Parmarignan, jamais les dates. Donc, t'aimais bien l'aspect humain finalement qu'il y avait derrière. Exactement, comprendre l'événement. comment une société fonctionnait. Et d'ailleurs, c'est là où ça m'a beaucoup appris aussi, c'est qu'on voit que c'est un éternel recommencement et qu'il y a eu des époques très lointaines où la démocratie régnait en maître et a ensuite des périodes beaucoup plus sombres. Donc, c'est ce qui aussi inquiète, je pense, les citoyens aujourd'hui. C'est qu'on sait que c'est pas parce qu'on a atteint une modernité qu'on n'est pas capable de revenir à des méthodes et à une époque à régresser, quoi. Ouais, exactement. Que ce soit régressif, ouais. Donc j'ai fait une maîtrise d'histoire, je faisais du théâtre en parallèle, j'étais fan de Télématin, donc j'ai tout fait pour faire un stage et de là je ne suis plus jamais repartie. Donc c'est aussi des rencontres qui m'ont amenée à faire le métier que je fais aujourd'hui, plus qu'une réelle vocation, même si ça faisait partie évidemment des métiers que je souhaitais exercer, mais j'aurais pu en exercer d'autres, je pense. Mais alors attends, c'est très intéressant ce que tu dis de dire que tu étais fan de Télématin et que tu voulais absolument faire ce stage qui t'a amené du coup à faire la carrière que tu fais maintenant. Exactement. Mais ça, c'est vraiment une... Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses, etc. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Qu'est-ce que tu crois que tu avais peut-être en plus C'était une émission que je regardais tous les matins depuis petite et où j'avais l'impression d'être en famille, de connaître tout le monde. Et j'avais envie de rejoindre ma famille. Je me dis, en fait, je les connais depuis tellement longtemps et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que c'est assez magique. En préparant ce podcast, on a parlé du pouvoir de la visualisation. J'y crois beaucoup. Je crois qu'il faut se mettre des objectifs. Pas pour ça, après, on peut se mettre des objectifs fous qu'on n'atteindra pas. Mais c'est important, en tout cas, de positionner les choses dans son esprit pour pouvoir les réaliser. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque... j'ai toujours eu, on a tous été fans d'un chanteur, d'un écrivain. Et puis finalement, je me dis, en me retournant, mais ceux que j'ai voulu rencontrer, je les ai rencontrés. Ouais. Je les ai rencontrés et ça a démystifié un petit peu. Mais voilà, je crois à ça. Je crois que le fait de vouloir quelque chose, ça nous guide dans notre parcours. Et de le visualiser, c'est important. Oui, donc toi, ton action, elle est aussi motivée par une projection. Elle est motivée toujours par une projection, mais de toute façon, je pense que par une projection, d'une part, et aussi par une liberté et le fait de laisser la vie venir s'immiscer dans la nôtre, la vie avec un grand V, s'immiscer dans notre vie plus personnelle et de saisir les opportunités, de saisir les rencontres, de ne pas avoir de préjugés et d'aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, avec ses différences, de l'autre être humain, mais aussi de l'autre univers, environnement, qui n'est peut-être pas le nôtre, mais qui peut nous apporter beaucoup. Mais d'ailleurs, toi aussi, tu es issu d'une famille multiculturelle, de différentes origines. Tu as baigné aussi justement dans cette différence, dans l'autre, dans... Oui, le fait de ne pas avoir peut-être une identité unique, d'avoir des grands-parents, un grand-père belge, un grand-père algérien, une grand-mère normande, fait que ça vous condamne à vous ouvrir aux autres. On ne peut pas, quand on a des origines multiples, être sectaire. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est impossible. Et ça, c'est une énorme richesse. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner à mes enfants, c'est de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres et d'arrêter de juger par rapport à une condition sociale, des études et bien évidemment une couleur de peau, mais ça je pense que heureusement on l'a dépassé quoique, et aussi un genre. Alors on me dit oui mais regarde c'est catastrophique en ce moment, c'est les non-genrés, les non-binaires, peu importe, si la personne qui se sent non-genrée se sent bien en proclamant
qu'elle est non-genrée, tant mieux. Enfin, ça ne nous blesse pas, Bien nous, sûr. individus. Donc, et il faut respecter les gens qui se sentent comme ça, qui se sentent être ni un homme, ni une femme. Et tant qu'on ne vit pas les choses, faut arrêter de penser que parce qu'on ne les vit pas, l'autre ne peut pas le ressentir et ne peut pas en souffrir. Et pour moi, une des qualités primordiales chez l'être humain, c'est l'empathie. Toujours d'essayer de comprendre ce qui l'emmène à agir, et même dans les actes répréhensibles. Pourquoi on agit comme ça, d'où ça vient. C'est pas pour ça que ça pardonne ou que ça excuse, mais ça explique. Et déjà, quand on comprend, c'est un grand pas qu'on a fait. Oui, d'aller chercher Ouais. la compréhension dans l'autre, dans la différence de l'autre, c'est une Puis idée clé. d'accepter la différence. Bah, bien sûr, ouais. Sur l'aspect maman aussi, j'avais des questions. Comment tu arrives aussi, comment les enfants sont rentrés dans ta vie, dans ta carrière? C'est toujours intéressant dans une femme qui a une carrière, qui a des ambitions, qui a un métier déjà bien implanté, bien assuré. Comment s'est inscrite ta maternité dans ta carrière, dans ta vie? En fait, j'avais vraiment envie d'enfant. Je n'ai jamais conçu une vie sans enfant. Et je me suis dit, bon, bah alors, comme je travaille, le meilleur moyen de moins impacter ma vie professionnelle, c'est d'avoir des enfants au mois d'août, enfin l'été. Et j'ai réussi. C'est marrant d'avoir pensé à Ouais, ça. j'ai réussi Ouais. à avoir des enfants Qui sont nés au mois d'août. qui sont tous les deux nés le 2 et le 4 août. Et d'avoir visualisé aussi ces enfants. Ah, c'est dingue, la visualisation revient. ouais. Oui, c'est vrai que tu avais Je me suis dit, c'est bien, ils sont lions, j'adore les lions. Et ils sont nés à 2 jours d'intervalle. Et je suis allée plus loin que ça. C'est que mon fils est né le jour de l'anniversaire de sa grand-mère. Ah, le Donc, ma transgénérationnel. belle-mère, voilà. Et mon beau-père était né le 4 août. Et j'avais dit à ma belle-mère, ah mais le prochain, je le ferai le jour de l'anniversaire d'Élie, qui entre-temps est partie. Et même alors que c'était plus ma belle-mère, on va dire, Oui. j'avais plus ce lien-là, mais ma fille est née le 4 août et j'ai pu appeler mon ex-belle-mère, même si j'aime pas ce terme, pour dire, vous avez vu, j'ai tenu promesse, même si c'était pas avec votre fils, ma fille est née le jour de l'anniversaire de votre mari. Et voilà, donc après, c'est des signes comme ça qui nous font réfléchir. Bien Voilà. sûr. Mais après, le fait d'être mère, s'ils étaient nés un autre mois, j'aurais été tout autant heureuse. Hein. Bien sûr. J'adore être maman, j'adore mes enfants. Voilà, c'est vrai que ma c'était vie. intéressant dans l'inscription de ta carrière ou en tout cas de ta vie, de ta projection. Après, c'est ma priorité. C'est Mes ta priorité, enfants, bien ma sûr. famille, c'est ma priorité avant tout le reste. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est le ciment de la construction et jamais je ferai passer ma vie professionnelle avant mes enfants et ma famille. En revanche, je ne me consacrerai pas qu'à mes enfants parce que je pense que je leur apporterai beaucoup moins qu'en travaillant, où les moments que je privilégie avec eux sont des moments choisis. Voilà. Quelle est la clé de ton énergie au quotidien? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la motivation? Parce que tu fais quand même beaucoup de choses, tu es sur différents fronts. Je pense que le secret, déjà, il y a une nature. Ouais. Sincèrement, moi, j'ai une nature hyper active. C'est vrai. Ça se travaille. Je suis beaucoup plus du matin. Je l'ai toujours été. Au-delà de Télématin, je suis quelqu'un qui aime le matin, qui aime avoir cette perspective en me disant « Ah, la journée est longue, je peux faire tant de choses. » Et à la limite, le jour se couche et moi avec. Mais et donc ça, déjà, je trouve que quand on est du matin, on a une énergie particulière. On a l'impression d'avoir un temps d'avance. Et plus on fait de choses, plus on est capable d'en faire. C'est comme tout. Ouais. Donc je pense que ça se travaille aussi. Et c'est marrant, cette notion de temps, elle t'est précieuse. Hein. Tu as aussi ton podcast Voyage dans le temps, où tu interroges tes invités autour de la notion de quelle heure est importante pour eux, quelle est cette notion de temps, qu'est-ce qui t'intéresse justement dans ce sujet, C'est le rapport au temps, parce que il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup d'interviews, mais on interroge rarement les personnalités sur leur rapport au temps, le retard. C'est intéressant. Moi, je leur demande toujours s'ils sont plutôt ponctuels ou pas, s'il y a un retard à changer leur vie, quelle image ils ont d'eux par rapport au temps qui passe. Et je trouve que c'est des sujets qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous
réfléchi à ça, combien de temps il nous reste, où on se positionne, si on se voit vivre jusqu'à 100 ans, si au contraire on brûle notre vie, si arrivé à un âge plus mature, on a une forme d'épanouissement différent de celui qu'on peut avoir lorsqu'on a 20 ou 30 ans et en pleine possession de ses moyens. Donc je trouve que c'est une réflexion qui fait réfléchir, et à chaque fois que j'ai interviewé quelqu'un, c'était une vraie leçon de vie pour moi. Donc, c'est ce que tu allais chercher, c'est peut-être aussi sur le podcast, on va chercher quelque chose. Je me nourrissais, je me suis beaucoup nourrie grâce à eux. Et je rebondis sur cette notion de temps en tant que femme, un peu plus de 40 ans, sur l'audiovisuel, par exemple, la télé. Est-ce que tu ressens des choses différentes? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a une mise de côté? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Est-ce que tu le vis bien? Comment Je pense que on reflète l'image que l'on a de soi. Donc dès l'instant où on se dit ah là là, je suis dépassée, ou je commence à vieillir, ou je suis plus la petite dernière qui est arrivée, forcément on va se mettre dans une position à la fois désagréable, et où on va se mettre tout seul sur la voie de la sortie. Et c'est pas quelque chose qui m'a fait réfléchir, parce que je prends les choses comme elles viennent. La télé a beaucoup changé. Déjà, oui, j'allais dire, c'est pas une réalité non plus qu'on t'a renvoyée, c'est ça qui est important aussi à entendre. Non, parce que la télé change, et même à Télématin, je fais pas du tout partie des plus âgés, heureusement quand même, parce que j'ai pas encore un âge canonique, mais effectivement, non, moi j'ai un regard plutôt tendre face aux nouvelles générations qui arrivent, que je vais repérer. J'aime l'idée de transmettre comme on m'a transmis également. J'ai beaucoup souffert quand je suis arrivée, on me disait toujours que je faisais trop bébé, qu'il fallait... je me souviens, c'est Maïtena Biraben qui me mettait sa voix sur mes sujets, parce que ma voix était trop enfantine. Donc aujourd'hui, non, là, je suis à un âge où je profite encore de ne pas être de l'autre côté, et d'avoir passé un cap où j'ai une vraie crédibilité. Ouais, c'est bien d'entendre aussi ce discours, de bien le vivre, parce que parfois on se dit que ça peut être très compliqué, je te dis, dans ce domaine-là, quoi. Mais je pense que c'est compliqué aujourd'hui, bien au-delà de la télévision, parce que les réseaux sociaux font que même si on ne fait pas un métier d'image, on est confronté à son image 24 heures sur 24, et quel que soit son âge, et ça commence beaucoup trop jeune, et je me dis heureusement que j'avais pas 15 ans heureusement que je n'ai pas 15 ans aujourd'hui, parce que je le vivrais je pense très très mal, les complexes. Moi je le vois, j'ai une nièce qui a 18 ans qui est complexée, parce que forcément toutes les images qu'on nous renvoie sur les réseaux sont déjà des images qui sont fausses, qui sont d'une perfection dérangeante. Et donc on est toujours confronté à une image plus jeune, plus belle, plus mince. Moi, alors je me suis nourrie autrement depuis des années, donc ça ne m'atteint pas. Au contraire, je me dis moi je regarde ça avec de ma montagne un peu, en me disant mais même dans ma génération, je vois des femmes qui sont prisonnières de leur image. Oui, c'est important. Et je pense que c'est tellement ailleurs que les choses se passent. C'est-à-dire que d'être esclave de ça, de pas vivre, même je vois toutes celles qui filment leurs hôtels. Alors, je suis la première à faire des posts de temps en temps, mais de sacrifier finalement le moment qu'on est en train de passer pour faire des posts, se mettre sous un certain angle pour paraître plus jeune, plus belle, plus mince, en bonne compagnie. Tout ça, c'est que de l'image, mais c'est très superficiel. Qu'est-ce qui reste à la fin ? Et c'est ça la question qu'il faut se poser, qui on a aimé. Toutes ces images, elles sont éphémères, elles partiront. Donc on n'est que de passage sur Terre, donc je pense que ce qu'il faut cultiver, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus terre à terre dans les rapports humains. T'as vraiment ce discours d'être lié à quelque chose de, en tout cas plus grand, en tout cas quelque chose qui nous dépasse, d'être reconnaissante de la vie. Enfin, on l'entend dans tes réponses, que c'est quelque chose qui rythme ta vie aussi. C'est important d'être toujours à l'affût. Ce qui a fait que j'ai choisi ce métier aussi, parce qu'à un moment on le choisit, on l'embrasse, c'est la curiosité. C'est-à-dire que pour être journaliste, quand on me dit mais quelle qualité il faut pour être journaliste, je dis il faut être curieux. Quand on est curieux de tout, quand on est curieux d'apprendre. Et moi, j'avais cette appétence à vouloir toujours en savoir plus, que j'ai toujours. Je pense que le jour où je ne l'ai plus, j'arrête de poser des questions, d'essayer de savoir ce qu'il y a derrière les personnalités. Mais je le ressens même dans des dîners.
je suis toujours à poser des questions à mes voisins, mes voisines. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ça et pourquoi et comment? Et ça me nourrit, je me nourris des expériences des autres, je me nourris des cultures différentes des nôtres en me disant, alors, qu'est-ce que je peux prendre chez eux qui est mieux que ce que j'ai déjà mis en application et pour arriver peut-être à une sorte de sérénité momentanée, parce qu'on sait que la sérénité, c'est toujours momentané, il y a toujours des épreuves. La vie est une épreuve et j'avais un de mes amis rabbins qui me disait, mais tu sais Laura, la vie est une épreuve et c'est à la façon dont tu traverses chacune de ces épreuves que tu te construis. Donc j'ai toujours, quand il y a un moment un peu dur, je repense à ça et même si parfois ça peut être violent, je me dis bon, ok, en fait on est là pour ça, pour cette succession d'épreuves et comment on les affronte, on les dépasse. Et j'aime à dire souvent, quand il y a un souci qui arrive, je me dis, ok, quelle est la gravité dans l'espace-temps, quel est l'enjeu? Et franchement, dans 90% des cas, bon, je repars tu relativises avec encore et... plus d'énergie. Je relativise. Bon, et surtout, merci pour ce partage, en tout cas, c'est très, très enrichissant. Et sur la notion d'être curieux, justement, de mettre en avant des startups, de mettre en avant le savoir-faire français, qu'est-ce qui te plaît le plus, de t'enrichir de tout ça, d'avoir confiance aussi en cette France qui, parfois, on se perd, on ne sait plus trop. Là, toi, tu es au cœur de tout ça. Hein. Mais les entrepreneurs, ceux qui décident, déjà, c'est assez audacieux comme choix. De choisir finalement l'instabilité, tout sauf la sécurité de l'emploi, d'avoir la charge de salariés. Parce que c'est ça, entreprendre. Hein. C'est aussi s'entourer, faire confiance à d'autres personnes. Je suis très admirative de ça. De savoir bien s'entourer, de savoir bien manager. Et de mettre, moi, ce qui me plaît, c'est de mettre en avant des talents. C'est le fait de pouvoir leur apporter de la notoriété et de la lumière me remplit de joie. D'aider les autres, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. Donc c'est très égoïste, je le reconnais, je le conçois, mais de me dire tiens, grâce à moi, j'ai pu faire connaître telle start-up aujourd'hui, elle a démarré, elle se porte bien, et d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice, c'est très jouissif. Donc il y a une part, je le reconnais, qui est très égoïste, mais c'est ce qui me plaît. Et après, bien sûr, ça m'enrichit. Leurs expériences vont forcément m'apporter quelque chose dans ma vie personnelle, professionnelle. Mais avant tout, c'est le sentiment d'être utile. Ah oui. Et comment tu vas les trouver ils viennent à toi, tu vas les chercher? J'ai beaucoup de chance, maintenant ils viennent à moi. Oui, c'est sur ça que je disais. Ils viennent à moi et c'est un bonheur. C'est un bonheur, ouais. Est-ce qu'il y a une start-up là ou un entrepreneur qui t'a le plus marqué, en tout cas où tu aurais envie de nous partager par la définition un peu de tout ce que je viens de nous décrire? Non, il y a beaucoup de... j'en croise beaucoup. J'ai récemment eu la chance d'interviewer dans un podcast que je fais avec Madinès qui s'appelle Laura Madi sur les entrepreneurs et une part un peu plus intime de leur personnalité, Sabrina Erlori qui est la CEO d'Aromazone, les produits cosmétiques, et qui a repris cette société, qui l'a complètement boostée et qui a permis à tous d'avoir un accès à la cosmétique de qualité et avec des vraies vertus pour un prix défiant toute concurrence. Donc, je trouvais que le fait de démocratiser la beauté était une chose assez merveilleuse que Sabrina avait réussi à faire. Et c'est vrai que cette femme m'a marquée parce que c'est une personnalité. C'est une personnalité, on la voit, c'est un petit bout de bonne femme magnifique, coquette, jolie, tout droit sortie d'une série américaine et qui a cette niaque et qui est une fonceuse avec une énergie. On se dit, mais en fait, même si on lui ferme toutes les portes, elle trouvera le moyen de passer par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, elle passera sous la porte. Mais j'ai aimé ce côté combatif, tout en faisant confiance aux gens avec qui elle travaillait et en étant très respectueuse des femmes, sans tomber dans l'extrême inverse qui est la sororité à outrance à laquelle je ne crois pas du tout. Oui, l'extrême de toute façon dans n'importe quel domaine, je pense que ça bloque. Pas. Laura, est-ce que tu peux me donner ta définition d'agir? Pour toi, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Agir, déjà, quand on dit agir, c'est d'être dans l'action, d'être dans le mouvement.
de faire quelque chose et de réaliser quelque chose. Donc, on agit souvent pour les autres, même si on peut agir pour soi, mais je trouve que le mot agir, c'est plutôt on agit pour quelque chose, pour quelqu'un, et donc c'est de permettre d'améliorer une situation. On essaye plutôt d'agir pour le bien, c'est mieux, même si c'est pas toujours le cas, et d'être toujours dans l'action, de se remettre en question et d'avancer. Et en parlant d'action, est-ce qu'il y a une action que tu aurais envie de nous partager qui a marqué ta vie ou dont tu es fière, qui aurait pu être un tournant aussi pour toi? Une action, en fait, ma vie, elle est faite de plein d'actions. Donc, une action, ça serait réducteur par rapport à tout ce que j'ai pu faire, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Non, mais par contre, saluer une action qui me marque, que j'admire, c'est celle d'Alain Toledano, qui est oncologue, qui a décidé de traiter les patients d'une autre façon, c'est-à-dire de dire on arrête de traiter un patient uniquement par le prisme de sa maladie, on va le traiter dans sa globalité, on va soigner autant sa maladie, donc on n'est pas du tout face à quelqu'un qui refuse les traitements classiques et médicamenteux, pas du tout, mais on va aussi soigner cette personne dans son âme, dans sa globalité. Et il a fondé l'Institut Raphaël où j'ai pu rencontrer des dizaines de patients, de patientes me racontant leur expérience. Et quand on voit le résultat et le combat qu'ils mènent, parce que la médecine classique le regarde de haut, je me dis mais waouh, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est encore là. Il y a encore des médecins qui disent oui, ok, c'est de l'esthétique, ça. Si vous y croyez, tant mieux pour vous. C'est placebo. Je me dis waouh, et il a jamais lâché, au contraire, son énergie a redoublé. Donc voilà, c'est une action que j'admire, c'est un homme que j'admire qui pour moi est un saint. En tout cas, elle te booste ton action aussi, on le sent, que du coup, on puise aussi dans l'action des autres notre énergie. Bien sûr, non, et puis elle fait réfléchir, au-delà de l'approche d'ailleurs médicale, sur le fait de prendre en compte les personnes dans leur globalité. Ça devrait être le cas même dans l'univers professionnel. On n'a pas affaire à un graphiste, on a affaire à Julien, à 23 ans, qui a perdu peut-être son papa, qui est fils unique, qui vient du Nord. Enfin voilà, moi je trouve que même dans la vie professionnelle, c'est important, voilà, d'arrêter de résumer un salarié à sa fonction. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose à développer autour de ça qui n'est pas du tout encore démocratisé, hein, clairement. Oui, et puis il y a tellement je pense, de compétences à explorer dans l'univers de l'entreprise. Là, je parle même pas de l'entrepreneuriat, justement quand il y a des grosses boîtes qui ont plein de salariés. Si chaque salarié est unique et si on avait le mode d'emploi pour leur faire ressentir, je suis sûre que les boîtes se porteraient beaucoup mieux, ou encore mieux. Le message est passé en tout cas. Est-ce qu'il y a un domaine où tu aimerais voir plus d'action, où il manque encore de l'action? Mais je pense que dans tous les domaines, on a envie qu'il y ait plus d'action. Dans le domaine de l'éducation, en premier, qu'il y ait plus d'action, mais c'est une action collective. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrête d'attendre de l'action des autres. C'est au lieu de se dire j'attends qu'il y ait de l'action pour le personnel soignant, j'attends qu'il y ait de l'action pour les profs, qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je peux apporter et quelle action je peux développer. Voilà. Déjà, je pense que c'est une première chose. Après, attendre des grandes institutions, évidemment, on attend toujours plus. Et il y a des urgences, et notamment dans l'univers médical, mais pas que. Mais déjà, si chacun pouvait se dire, mais voilà, comment je peux aider, comment je peux faire en sorte que ma société se bonifie à ma petite échelle, déjà, et comment je peux me mettre en action, ça ferait bouger les lignes. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une femme que tu aurais envie d'entendre au micro d'Elsa Gis qui pourrait être inspirante et qui t'inspire éventuellement autour de l'action? Ça serait qui et pourquoi? Alors, une femme... Oui, un homme. Maintenant, je m'ouvre aux hommes. Non, je dis une femme, mais tu m'aurais demandé un homme, j'aurais dit la même chose. J'aurais un homme qui est... Non, mais une femme... que j'aimerais rencontrer, donc ça suppose que je ne l'ai pas encore rencontrée. Non, que moi j'aimerais, que je pourrais interviewer dans le micro. Il y a beaucoup de femmes, hein. C'est difficile d'en choisir une. Je pense que c'est aussi peut-être
celle qui m'a le plus impressionnée de par une forme de maturité très jeune. C'est l'apnéiste Julie Néry, Julie Gauthier, parce que depuis, elle a divorcé, qui s'est engagée pour la cause des océans, qui filme les fonds sous-marins comme personne, qui fait des chorégraphies, qui est pour moi à la fois dans l'action, mais dans la cohérence. Et je l'admire pour ça, c'est qu'elle a une vie qui correspond à ce qu'elle est, qui correspond à ses valeurs. Elle vit dans le sud, mais un peu en retrait de la ville. Elle élève certains animaux, elle a son potager, en même temps elle reste très connectée avec ses enfants. Le souci de la transmission est important chez elle, et elle a un côté poétique que j'adore et dont on a besoin, je pense, en ce moment. Donc je dirais Julie Gauthier. Merci beaucoup, ça donne très envie de la rencontrer, et surtout merci à toi Laura pour cet échange riche et très intéressant. C'était un vrai plaisir. Merci Émilie. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue, et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.